Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue dans ce nouveau bulletin d'information. Au titre de l'actualité aujourd'hui, Algérie-Chine avec le début de la visite officielle d'Abdelmalek Sellel. Procès de l'autoroute Est-Ouest poursuit des auditions ce mardi. Indonésie, dernière visite de leurs proches avant l'exécution des condamnés. France, réunion du comité pour l'élimination de la discrimination raciale à Genève contre les discriminations en France. Nous débutons ce journal avec le début de la visite officielle de 4 jours du Premier ministre Abdelmalek Sellel à Pékin sur invitation de son homologue chinois Li Keqiang. L'Algérie encourage vivement les investisseurs chinois à s'impliquer davantage dans la réalisation des programmes et projets structurants, a indiqué mardi à Pékin le Premier ministre Abdelmalek Sellel, qui effectue une visite officielle en Chine. Au-delà de la dimension commerciale algéro-chinoise, il s'agit d'encourager les Chinois à s'investir dans des projets structurants, seuls à même de conférer la durabilité indispensable à un partenariat mutuellement bénéfique, a ajouté M. Sellel lors d'un forum économique. L'engagement des entreprises chinoises, qui interviennent déjà en Algérie et qui se distinguent par une ardeur appréciée par tous les Algériens dans la réalisation de projets d'envergure dans les domaines de la construction et des infrastructures de base, a été salué par M. Sellel, accompagné d'une forte délégation. Par ailleurs, le Premier ministre s'est réjoui de la convergence dans l'approche politique qui s'est amplifiée lors des échanges de visites de responsables de haut niveau, qui ont aussi porté sur les enjeux et défis inhérents aux mutations du monde actuel. La consultation politique se poursuivra en juin prochain par la visite en Chine du président du Conseil de la Nation, a-t-il ajouté, en déclarant que le socle de cette convergence est aujourd'hui conforté par le développement accru des échanges économiques entre nos deux pays, comme en témoigne le statut de la Chine comme premier partenaire commercial de l'Algérie pour la 2e année consécutive. Toujours sur le plan politique, l'Algérie a réitéré lundi à New York, par la voix du ministre des Affaires étrangères Ramtan Lamamra, le droit des États membres du traité de non-prolifération nucléaire à développer et à utiliser l'énergie nucléaire à des fins pacifiques. Pour l'Algérie, la non-prolifération relève de la responsabilité de tous les États membres du TNP, qu'il s'agisse de pays nucléaires ou non nucléaires, du fait qu'elle constitue un élément fondamental pour atteindre l'objectif suprême, à savoir l'élimination totale des armes nucléaires, a ajouté M. Lamamra, qui a souligné l'impératif de ne pas ajouter de nouveaux engagements aux États qui ne détiennent pas l'arme nucléaire, à l'exception de ceux énoncés clairement par le TNP. Soulignant l'importance majeure accordée par l'Algérie au désarmement nucléaire, le chef de la diplomatie algérienne a affirmé que l'Algérie est totalement consciente de l'importance du désarmement étant l'un des 3 piliers du traité de non-prolifération et un soutien fondamental aux efforts visant l'éradication de l'arme nucléaire. Le traité de non-prolifération et les engagements qu'il renferme, relatifs à la non-prolifération, ont permis de limiter la détention d'armes nucléaires à un nombre de pays bien déterminé, y compris les 5 États nucléaires membres du TNP. M. Lamamra a dans ce contexte salué le rôle actif de l'AIEA, qui demeure selon lui la seule partie habilitée à évaluer le respect par les États membres de leurs engagements en matière de non-prolifération, à travers un système de garantie qui repose sur des constats objectifs et des preuves matérielles. M. Lamamra a insisté à cet effet sur l'importance de l'indépendance de l'AIEA et la dépolitisation de son action, afin qu'elle puisse remplir sa mission avec professionnalisme et conformément au TNP et à son statut. Côté diplomatie, le ministre délégué chargé des affaires maghrébines et africaines, Abdelkader Messahel, a fait part lundi à Alger de la convergence de vues entre l'Algérie et le Royaume-Uni sur la nécessité d'une solution politique à la crise libyenne. Il y a une convergence de vues entre les deux pays en faveur d'une solution politique et la mise en place d'un gouvernement d'union nationale en Libye, a déclaré M. Messahel à la presse à l'issue de la 4e session du partenariat stratégique algéro-britannique sur la sécurité, qu'il a co-présidé avec Kim Darroch, conseiller à la sécurité du Premier ministre britannique David Cameron. Il a indiqué que les discussions ont porté sur l'expérience algérienne en matière de déradicalisation et la conférence prévue à Alger les 22 et 23 juillet prochains sur cette thématique, ainsi que d'autres questions relatives à l'échange d'informations. Il s'agit également de la situation dans le bassin méditerranéen et l'expérience algérienne dans la lutte contre le terrorisme et l'immigration clandestine, a ajouté le ministre délégué. Pour sa part, M. Darroch a relevé les progrès enregistrés par l'Algérie et le Royaume-Uni dans la coopération bilatérale au cours de ces dernières années à travers les échanges de visites de haut niveau de part et d'autre. Il a précisé qu'il y a eu de riches discussions lors de cette 4e session, soulignant que son pays a beaucoup à apprendre de l'Algérie, vu son expérience dans la lutte contre le radicalisme et le terrorisme.
Sur le plan militaire, l'activité de coopération opérationnelle baptisée Raïs Hamidou, conduite dans le cadre de la coopération bilatérale qui unit les marines algériennes et françaises, symbolise la promotion de la coopération entre les deux marines et la construction de leur capacité à agir ensemble, a indiqué lundi l'amiral français Yves Joly. L'activité de coopération opérationnelle, baptisée Raïs Hamidou, avait débuté le 13 avril 2015 à Toulon et se terminera à Alger le 28 du même mois. Dans ce cadre, des entraînements mutuels ont eu lieu en Méditerranée occidentale dans le but de consolider la coopération opérationnelle entre les forces navales des deux pays dans les domaines de la surveillance et de la sécurité maritime. Cette action sera axée sur le secours en mer de grande ampleur, de lutte contre les pollutions et les trafiquants. En ce sens, l'amiral Yves Joly a mis l'accent sur l'échange d'informations et de renseignements entre les forces navales algériennes et françaises pour mener des actions ensemble en mer. Dans le même sillage, il a souligné que l'objectif de Raïs Hamidou est de développer l'interopérabilité entre les unités et le partage des expériences et du savoir-faire, favorisant ainsi l'aptitude des deux marines à opérer ensemble et à répondre si nécessaire à une situation de crise en mer. Pour l'ambassadeur de France en Algérie Bernard Emier, qui a pris la parole à l'occasion de cette conférence de presse, l'Algérie et la France travaillent main dans la main au niveau de leurs forces armées et de la diplomatie pour essayer d'éviter un certain nombre de dérapages et lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes. Par ailleurs, il a renouvelé le soutien de la France à la facilitation algérienne au Mali, notamment pour trouver un règlement politique. Dans le cadre de la sécurisation des frontières, de la lutte contre la contrebande et le crime organisé, 2 détachements de l'armée nationale populaire relevant des secteurs opérationnels de Borj Baji Mortar et de Ain Salah, 6e région militaire, ont appréhendé ce 27 avril 6 contrebandiers et ont saisi un camion, une quantité de 7,5 tonnes de denrées alimentaires, 1000 litres de carburant et 2 détecteurs de métaux. Lors d'un barrage dressé près de la localité frontalière de Tin Al-Koum, un détachement relevant du secteur opérationnel de Janet, 4e région militaire, a arrêté 2 contrebandiers et a saisi 2 véhicules tout-terrain et une quantité de pièces détachées. D'autre part, des éléments de la gendarmerie nationale de Regen, 3e région militaire, ont arrêté lors d'un barrage dressé sur la route nationale menant à Borj Baji Mortar 2 contrebandiers et ont saisi 21,84 tonnes de denrées alimentaires et 1760 litres de carburant destinés à la contrebande. Par ailleurs, les éléments de la gendarmerie nationale et des gardes frontières relevant respectivement des secteurs opérationnels d'Oran et de Tlemcen, 2e région militaire, ont arrêté 4 narcotrafiquants et ont saisi 2 véhicules et un camion chargés de 1100 kg de kif traité ainsi qu'une quantité de 9360 litres de carburant. Côté économie, l'Algérie importe chaque année quelques 15 000 produits alimentaires dont environ 30% présentent des risques patents de danger sanitaire, influant de fait sur l'augmentation exponentielle des importations de médicaments. Ces quelques chiffres à travers lesquels l'opinion publique est interpellée ont été communiqués ce mardi matin par M. Mustafa Khiati, président de la Fondation nationale pour la promotion de la santé et le développement de la recherche, prenant part à l'émission L'invité de la rédaction de la chaîne 3 de la radio algérienne. Aucune structure ne peut contrôler les quantités de produits alimentaires importés, souligne le président de la Forem, qui affirme qu'environ 500 000 tonnes sont périmées. L'Algérie, ajoute-t-il, est une véritable passoire où n'importe qui importe n'importe quoi. M. Mustafa Khiati attire l'attention sur ces chiffres hallucinants. Il s'insurge contre la consommation effrénée de boissons énergisantes démoniaques et autres pizzas frites. Il signale qu'une enquête a révélé que sur 1000 enfants, 45% parmi eux recevaient de l'argent de leurs parents pour aller acheter leur repas à l'extérieur. Il observe que l'Algérie figure parmi les premiers pays importateurs dans le monde de céréales, de lait, mais également de grosses quantités de sucre, à l'origine d'une forte augmentation de diabétiques, dont le nombre au niveau national se situe actuellement à 3 millions de cas. Les édulcorants entrant dans la composition de plusieurs produits de consommation courante sont également pointés du doigt, car en partie responsables, souligne-t-il, des quelques 45 000 cas de cancer diagnostiqués chaque année. Les conséquences, relève-t-il, se traduisent aussi par 5 000 cas d'intoxication alimentaire admis dans les hôpitaux. Un chiffre, selon lui, bien au-deçà de la réalité. Khiati fait état de 384 produits alimentaires importés, dont des produits pour chiens et chats, 3 millions de dollars, des oranges, 17 millions de dollars, des abats, possibles vecteurs de maladies, mais également de pain pour sandwich, 300 000 dollars, alors que les ménages algériens jettent l'équivalent de 40 millions de dollars par an de pain à la poubelle. Côté justice, le président du tribunal criminel d'Alger avait suspendu hier lundi le procès de l'affaire de l'autoroute Est-Ouest dans laquelle sont impliquées 16 personnes
et 7 entreprises étrangères. Procès qui a repris ce mardi avec la poursuite de l'audition du principal accusé, Shani Mejdoub, avant celle de Bouchama Mohamed et Khaledi Mohamed, à l'origine de l'éclatement de l'affaire. Shani Mejdoub, propriétaire d'un cabinet conseil au Luxembourg, a nié en bloc ses déclarations contenues dans l'arrêt de renvoi, car elles ont été obtenues, selon lui, sous la pression. Il a également récusé les accusations portées contre lui et mentionnées dans l'arrêt de renvoi de versement pot de vin à des responsables du ministère des Travaux publics en contrepartie de l'obtention de projets pour l'entreprise chinoise CITIC CRCC. La reprise mardi du procès devrait donner plus d'éclairage sur son implication ou pas dans cette affaire, dans laquelle 7 entreprises étrangères, dont des groupes chinois de construction, sont impliquées également. La reprise la veille du procès s'était déroulée en présence de l'ensemble des collectifs de défense des 23 accusés et de 15 témoins sur les 27, dans cette affaire qui a éclaté en 2009. L'acte d'accusation à l'encontre des personnes impliquées dans cette affaire porte sur des délits d'association de malfaiteurs, corruption, blanchiment d'argent, trafic d'influence et dilapidation de deniers publics. Il s'agit des projets de réalisation de l'autoroute Est-Ouest, le projet du barrage de Kefdir dans la wilaya de Tipaza, de tramway et enfin des projets de téléphérique à Constantine, Tlemcen, Skikda et Bab el Oued. Dans le chapitre international en Indonésie, les familles de condamnés à mort étrangers effectuaient mardi leur dernière visite auprès de leurs proches, tandis que les autorités préparent les exécutions prévues dans la nuit de mardi à mercredi. Les familles ont rendu mardi, avec angoisse et tristesse, leur dernière visite auprès de leurs proches avant l'exécution dans les prochaines heures de 9 détenus, en dépit de l'intensification des pressions internationales contre la peine capitale. Les condamnés avaient reçu une notification d'exécution avec un préalable d'au moins 72 heures qui leur a été remise samedi en fin de journée. Les exécutions ont lieu habituellement peu après minuit. Et des médias australiens ont publié des photos de croix mortuaires destinées au cercueil des condamnés. Le Français Serge Atlaoui, 51 ans, a été retiré au dernier moment de cette liste en raison d'un recours en cours devant la justice. En cas de rejet de son recours, il sera exécuté seul et que les autorités n'attendraient pas longtemps, selon le porte-parole du parquet général indonésien, Tony Spontana. Le président philippin Benigno Aquino était intervenu la veille pour demander la clémence de son homologue indonésien, en le suppliant de ne pas exécuter Marie-Jeanne Veloso, en vain. Intransigeant sur l'application de la peine de mort, le président indonésien Joko Widodo est resté sourd à tous les appels à la clémence et pressions diplomatiques contre les exécutions, notamment de la France, de l'Australie ainsi que des Nations Unies. La peine capitale est une sanction courante dans d'autres pays d'Asie du Sud-Est, tels la Malaisie, le Vietnam, la Thaïlande et Singapour, où le trafic de drogue et la possession de petites quantités de drogue sont passibles d'une condamnation à mort. Le président iranien Hassan Rouhani a exhorté mardi ceux qui profitent des sanctions économiques internationales pour commercer en Iran à changer de travail en prévision d'un éventuel accord final avec les grandes puissances sur le nucléaire qui entraînerait une levée de ces sanctions. L'Iran et le groupe des 5+1 ont entamé la rédaction d'un accord final qui doit être signé d'ici le 30 juin. Il garantirait la nature exclusivement pacifique du programme nucléaire de Téhéran en échange de la levée des sanctions internationales imposées depuis 2006. Avec l'accord final qui, si l'autre partie en a la volonté sérieuse, sera possible dans les mois à venir. La production industrielle sera bien meilleure, a affirmé M. Rouhani lors d'un discours à Téhéran devant des travailleurs à l'occasion de la journée du travail qui se fête vendredi, tout en fustigeant ceux qui ont amassé des fortunes grâce à la contrebande de produits étrangers en provenance de Turquie, d'Irak et des pays du Golfe, ou la vente détournée de pétrole iranien. Ceux qui profitent des sanctions devraient penser dès maintenant changer de travail, a-t-il lancé. Depuis l'accord intérimaire, les délégations commerciales étrangères se sont succédées en Iran en vue de reprendre les échanges après la conclusion d'un accord final. Une vingtaine d'hommes d'affaires américains ont effectué une rare visite à Téhéran la semaine dernière, selon les médias iraniens. Et une importante délégation suisse, la première depuis 10 ans, est arrivée dimanche pour 4 jours de consultation avec les responsables politiques et économiques iraniens. De grandes entreprises étrangères dans les secteurs pétroliers et automobiles ont également pris des contacts en vue d'un retour en Iran si les sanctions internationales étaient levées totalement. Au Mali, un groupe armé favorable à Bamako a pris lundi le contrôle de Ménaka, une localité du nord du pays jusqu'alors partiellement contrôlée par la rébellion, qui a dénoncé une rupture manifeste du cessez-le-feu par le gouvernement. Cette opération intervient peu après l'accord donné par la coordination des mouvements de l'Azawad à un paraphe de l'accord pour la paix au Mali, déjà entériné par le gouvernement et les groupes qui le soutiennent le 1er mars à Alger, selon la rébellion et une source de la MINUSMA.
Ce lundi, le groupe autodéfense Touareg Imrad et alliés est entré à Ménaka pour prendre le contrôle des positions des rebelles Touareg du MNLA qui ont fui, a affirmé à l'AFP une source de sécurité au sein de la MINUSMA jointe à Ménaka. Il n'y a pas eu de combat. Actuellement, les casques bleus de l'ONU occupent toujours leur camp à Ménaka. L'armée malienne est également cantonnée dans son camp, mais le Gatia a pris toutes les positions du MNLA en fuite. Le secrétaire général adjoint du Gatia a confirmé l'information, assurant que le groupe et ses alliés d'une branche du mouvement arabe de l'Azawad avaient été provoqués par les forces du MNLA à 40 km au sud-ouest de Ménaka, dans la localité d'Inazolt. Le CMA a fait état dans un communiqué de combat et de souffrance supplémentaires pour les populations de Ménaka, à la suite de l'attaque lancée dans la matinée par des éléments de l'armée malienne et de ses milices. Depuis le début du processus de négociation, les violations du cessez-le-feu par le gouvernement malien sont flagrantes et récurrentes, sans que cela ne soit dénoncé ou suffisamment souligné par la communauté internationale et la MINUSMA. Pourtant, si prompte à faire pression tous azimuts sur la CMA pour paraffer l'accord d'Alger, accuse la rébellion. Comme nous l'avons rappelé dans les titres de ce journal, le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale de l'ONU entame jeudi une réunion de 2 jours pour examiner la situation de la France, où le phénomène visant les minorités a pris de l'ampleur ces derniers temps. La Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale de 1965 a passé en revue les politiques des pays européens et va examiner le cas français mardi et jeudi sur les actes discriminatoires et racistes du pays. Les conclusions seront publiées avant le 15 mai. Le comité va se pencher sur les mesures prises par les autorités françaises pour lutter contre le racisme et la xénophobie, discours tenus par des hommes politiques et des personnalités. Ce comité s'intéresse aussi aux événements de 2005 suite à la mort dans des circonstances suspectes impliquant les services de police des 2 adolescents Ziyed et Bouna dans une banlieue parisienne. Les experts veulent aussi connaître l'impact des attentats de janvier 2015 sur l'attitude des populations et de la classe politique vis-à-vis des étrangers et l'augmentation de 400% des actes anti-musulmans durant le premier trimestre 2015. La Commission nationale consultative des droits de l'homme a estimé dans un sondage que 70% des Français jugent que le pays compte trop d'immigrés et 45% considèrent qu'il y a une islamisation de la France. En 2010, les experts de l'ONU avaient déjà rappelé la France à l'ordre en l'exhortant à éviter les discours et politiques discriminatoires. Certains établissements français persistent encore dans leur discrimination. Une jeune lycéenne a été purement et simplement renvoyée pour avoir porté une jupe longue, un signe jugé ostentatoire et d'appartenance à la religion musulmane, selon les responsables du lycée. Une capuche, un bandeau ou encore une jupe portée par une musulmane est forcément un signe ostentatoire allant à l'encontre de la laïcité et de la loi de 2004. L'histoire de Yousra, élève de 3e se retrouvant sans possibilité d'étudier et de réussir son brevet, avait déjà ému la communauté. Une nouvelle affaire vient assombrir encore l'éducation nationale française à l'encontre des musulmans. Cette affaire met en exergue l'acharnement de cette instance à pénaliser les musulmans et notamment les musulmanes dans un contexte où le gouvernement et toute autre institution sont censées pallier aux différences hommes-femmes dans ce domaine, ainsi que celui du monde du travail. Preuve à l'appui, la création démagogique du ministère des droits des femmes. Ces belles initiatives et sempiternelles rengaines de valorisation des femmes ne valent pas pour les femmes voilées ou simplement suspectées de l'être à l'extérieur des établissements scolaires. Si des jeunes filles musulmanes ne se soumettent pas au dictat arbitraire occidental de la mini-jupe du mini-short, elles se voient dans l'obligation d'être renvoyées, déscolarisées, coupées de la vie scolaire, livrées à elles-mêmes sans réelle possibilité de s'en sortir seules en ce qui concerne leurs études. Et ce, bien qu'elles respectent les lois républicaines. Merci de nous avoir suivis dans cette nouvelle édition et à bientôt sur les antennes de Media News.